très bon après-midi, mesdames et messieurs. Nous avons des informations magnifiques. Il semblerait que l'accord Israël-Hamas soit déjà signé. Trump l'a confirmé. Et nous allons discuter avec des personnes incroyables. Nous allons discuter avec notre très cher Irving, que vous connaissez déjà, historien, musicien, analyste reconnu. Aujourd'hui, un citoyen transit de froid sous la pluie, mais je reste bien au chaud. Moi aussi. Et nous avons rien de moins qu'une bonne surprise où nous pouvons dire que notre invité spécial est aussi le très cher stratégiste militaire, un YouTuber, analyste. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Marc et Anna ce jeudi, merci beaucoup, vraiment. C'est un honneur d'être ici avec vous ce soir, avec Irving et avec toi. C'est un honneur de t'avoir ici. C'est en fait une des émissions les plus intéressantes et ça semble trop beau pour être vrai. Je voulais justement vous poser la question pour que vous clarifiez et donniez les perspectives de chacun. Ici, ils vont aider à confronter et à confronter encore plus, à compléter, je dirais. Nous allons commencer. Pourquoi ne pas commencer avec toi, cher Irving? S'il te plaît, parle-nous un peu de ce qui se passe. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela ne signifie pas? C'est aussi très important. D'accord. Bon, oui, voyons le résumé rapide. Les faits en ce moment, eh bien évidemment, notre cher Strategias Militaris va nous donner les détails, parce que c'est lui qui gère les informations, les vidéos, les photos, les communiqués. Et bon, nous continuerons avec l'analyse. Mais voyons, que se passe-t-il? Il vient d'être annoncé, Donald Trump vient d'annoncer il y a quelques heures, que l'accord vient d'être signé pour lancer la première partie de l'accord de paix. L'accord qui va enfin apporter la paix, c'est l'objectif final pour le Moyen-Orient. Qu'est-ce qui va être réglé pour le moment? L'échange de prisonniers afin que les otages israéliens qui sont encore aux mains du Hamas. Nous parlons de 48 otages, dont 28 sont malheureusement déjà décédés. Il en reste encore 20 en vie pour qu'ils puissent enfin rentrer en Israël. Il n'y aura plus de libération par groupe de 10 maintenant, puis on négocie d'autres? Non. À partir de la signature de l'accord, qui est attendu dans les prochaines heures, c'est-à-dire ce jeudi, selon l'heure du Moyen-Orient. À partir de la signature de l'accord, les 72 heures commencent à s'écouler pour que tous les otages vivants et la plupart des défunts soient rendus à Israël. Il est encore possible que le Hamas obtienne quelques jours supplémentaires, 1 ou 2 jours de plus, dans le cas où il serait difficile de récupérer certains des corps déjà décédés. Mais les otages vivants, tous doivent revenir dans les 72 prochaines heures. Donc, on parlerait de la fin de tout cela vers dimanche ou lundi. C'est-à-dire que tous les otages seraient déjà libérés. Dans ce cas, Israël va replier ses troupes vers la ligne que tant Israël que les États-Unis ont proposée au Hamas. Aucune demande de modification de cette ligne de la part du Hamas n'a été notifiée. Ainsi, Israël maintient sa présence sur plus de 50% du territoire de Gaza, créant toute une zone de sécurité pour éviter de futurs problèmes. Et donc, la négociation des modalités selon lesquelles cela va se réaliser va se poursuivre. Isaac Chamok, merci pour le super sticker, vraiment très reconnaissant. En ce moment où nous sommes si optimistes, je t'embrasse. On va plutôt commencer à négocier la procédure, parce que le fait, jusqu'à présent, n'est pas remis en question, il va avoir lieu. C'est-à-dire le désarmement du Hamas qui devra venir ensuite, et évidemment son abandon du pouvoir dans la bande de Gaza, pour que celle-ci puisse être reconstruite, avec une nouvelle autorité dans laquelle le groupe terroriste n'aura plus rien à voir. Donc pour le moment, concrètement, ce que nous avons en ce moment, c'est l'annonce du début des négociations, ou plutôt que les négociations arrivent à leur terme. Le traité est signé et la libération des otages israéliens commence. Et, évidemment, à quoi devons-nous prêter attention? Eh bien, il ne faut surtout pas oublier que Hamas est un groupe pervers, trompeur. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas encore l'assurer à 100%. C'est-à-dire, nous ne pourrons célébrer cela que lorsque nous aurons vu que cela se produit. Donc, d'une part, nous ne pouvons pas penser que Hamas ne pourrait pas faire quelque chose d'irrégulier, quelque chose de trompeur, quelque chose de malhonnête et gâcher ce qui a déjà été annoncé. D'autre part, il faut souligner cela. Je vous le dis depuis un certain temps. Amir Ray, merci aussi pour ton soutien, merci pour ta collaboration. Nous te remercions très, très sincèrement.
N'oubliez pas ce que je vous dis depuis un certain temps. Hamas est dans une situation inédite, soumis à une pression qu'il n'avait jamais connue auparavant et sans soutien de nulle part. Il n'a plus l'Iran, il n'a plus le Qatar, il n'a plus la Turquie. Il a eu le soutien symbolique de l'Assemblée générale des Nations unies, mais c'était symbolique. Il a eu le soutien de la flottille de Greta Thunberg, ce qui ne compte pas. C'est sans importance, non, c'est insignifiant dans le monde des adultes, dans le monde général de la politique réelle. Il n'a plus le Qatar, la Turquie, ni l'Iran. Le Hamas est désormais seul. Et je vous l'ai dit, c'était une situation inédite et par conséquent, oui, on pouvait s'attendre à ce que des choses inédites se produisent. Alors, en ce moment, la signature pour commencer la libération des otages vient d'être annoncée et espérons que cela se termine bien. Vers dimanche, vers lundi. D'accord, merci mon cher Irving. J'adore ta façon de tout synthétiser. Monde participe à beaucoup d'informations et beaucoup de gens disent que ce conflit est déjà terminé, mais évidemment, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous ne voyons pas non plus la confirmation de Trump concernant la conclusion de l'accord, c'est-à-dire parvenir enfin à un terrain d'entente qui permettrait d'approcher la fin de cette guerre. Nous envoyons un grand salut à Luis Vasquez et un immense merci pour le soutien. Une accolade. Cette question, garde-la là. Oui, nous l'avons. Pour la Turquie, procédons étape par étape. Mais puisque nous avons ici notre très cher stratégiste militaire, je voulais te demander, mon très cher stratégiste militaire, comment vois-tu les choses? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce qui nous échappe? Est-ce que ça semble trop beau pour être vrai? Nous attendons cela depuis longtemps. Qu'est-ce que tu vois que nous ne voyons pas? Je vois que le prix Nobel de la paix ira à Donald Trump, mais il ne faut pas être un gourou de cette histoire pour le deviner. Dimanche, Donald Trump arrive en Israël. Il vient de le confirmer à l'instant. Il prend l'avion dimanche, il commencera le vol samedi, j'imagine, et il arrivera ici dimanche. Les libérations, évidemment, n'auront pas lieu samedi. S'il arrive dimanche, il voudra être présent. Ce sera à partir de lundi, très probablement. Est-ce optimiste? C'est-à-dire, c'est une première phase, comme vient de le dire le docteur Gattel. Dans cette phase initiale, l'essentiel est la libération des otages. On ignore s'il s'agira des vivants, des morts ou de tous ensemble, vivants définitivement. Parce que c'est ce qui n'est pas clair. Il y a certains points qui ne sont pas clairs parce qu'on n'a pas voulu les commenter auprès de l'opinion publique. Je pense aussi, je ne sais pas si le docteur Gattel sera d'accord avec moi sur ce sujet, je pense aussi que c'est parce qu'on ne veut pas mettre de pression supplémentaire sur Hamas. Dans quel sens? Si Hamas annonce aujourd'hui qu'il va rendre les armes, qu'il va tous les libérer, qu'il n'arrive pas à faire sortir Barghouti et quelques autres de prison, Hamas perd son affaire. En revanche, si Hamas accorde petit à petit les concessions qu'il devra faire pour survivre, d'une certaine manière, cela peut être moins douloureux pour tous ses partisans. En fait, en ce moment même, la bande de Gaza est en train de célébrer cela. Ce qui peut donner lieu à une situation où nous ne connaissons pas encore tous les termes, mais qui, au départ, est bénéfique pour Israël. Mais il faudra lire les petites lignes. C'est comme un contrat. Si cela a été signé, c'est que les petites lignes ont été lues. Et elles ont été acceptées. C'est le prix à payer. Le 7 octobre, il y a eu des défaillances. Ce qui s'est passé, c'est passé. 2 ans plus tard, nous sommes toujours en guerre. C'était la seule issue. Même ainsi, beaucoup de choses peuvent arriver lors de la première phase et nous n'atteignons pas la deuxième phase. D'accord. C'est juste qu'on a toujours l'impression que tout est en suspens, ou je me trompe? Non, bien sûr, et tout reste en suspens tant que les otages ne sont pas sortis. C'est-à-dire, et il ne faut jamais perdre de vue que Hamas est capable de tout faire. Je répète, ils sont sous une pression inouïe, et cela signifie probablement qu'ils vont enfin se rendre. Mais ne soyez pas surpris s'ils font tout le contraire. Mais bon, je ne veux pas imaginer la situation parce que s'ils sortent du scénario et font ce qui n'est pas prévu, ce qui n'est pas testé, je ne vous dis pas qui ce sera. Ce sera un courage hors du commun. C'est une personne avec une grande mèche de couleur orange. Et évidemment, Trump vous l'a dit, si ça échoue, il y aura un bain de sang, ce que personne ne souhaite. C'est comme ça qu'il vous l'a dit. Vous êtes prévenu?
Et c'est ça le problème. C'est l'un des grands problèmes que pose Hamas. On ne peut vraiment jamais faire confiance à rien de ce qu'ils disent. Nous voyons exactement la même chose. Même le 7 octobre a été une façon de détruire un cessez-le-feu qui existait déjà auparavant. Donc, dans ce cas, on ne voit pas vraiment de possibilité de discerner un quelconque mouvement différent de la part du Hamas. Ou bien y a-t-il quelque chose de très cher, stratégie? Y a-t-il une stratégie que nous ne voyons pas ici? Attends, moi, avant d'oublier Almeida Mejia, Myriam Service et Victor Rodriguez. Merci pour le soutien. Merci pour les collaborations. Vraiment, nous vous en sommes très, très reconnaissants. Je te remercie, mon très cher Irving, ainsi que notre très cher Patty Teles. Merci beaucoup, merci à toi aussi. Nous avons aussi oublié Léonore, la toute première, présente avant tout le monde. Merci beaucoup, très cher Léonore. Tu as tout à fait raison, merci. Très cher et Stratégias, existe-t-il un mouvement qui n'implique pas cela? C'est-à-dire, parce que l'une des choses qui, je pense, a aussi été observée dans cette guerre, c'est qu'on compte sur la réponse d'Israël, avec une réponse forte, tout en se faisant passer pour des victimes ou en cherchant à se victimiser après l'attaque. Une fois qu'ils commencent, une fois qu'ils ont, disons, toutes les chances de perdre, c'est là qu'ils cherchent justement à se victimiser. Toi, comment tu vois ça? L'autre jour, j'ai crevé un pneu de ma voiture. En fait, ça m'est arrivé 2 fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoutez bien, les forces de défense d'Israël sont venues à mon secours. Je ne l'avais jamais dit. Et bon, au final, on a mis une rustine sur la roue et ils m'ont dit, ça va te permettre juste assez de temps pour que tu arrives chez le mécanicien et que tu la changes. Conduis doucement, ne freine pas trop brusquement, va directement chez le mécanicien. Avec quoi est-ce que je transporte ça? À l'accord que nous avons sur la table. Restez tous silencieux, ne mettez pas trop de pression, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais ce n'est pas éternel. Le changement de génération, le renouvellement de Hamas dans la bande de Gaza doit arriver. Après avoir vu ce que j'ai vu ces derniers jours ici en Israël, après avoir visité la zone sud, la région de la bande de Gaza, il est évident que l'avenir de Hamas ne passe pas par sa présence là-bas, d'aucune manière, surtout pour la sécurité de l'État d'Israël. Je ne dis pas qu'au niveau idéologique, cela ne va pas perdurer, parce que cela va perdurer. Et c'est quelque chose qui est très enraciné dans toute la région, en Judée, en Samarie, à Hamas, à Gaza, partout. La sécurité de l'État d'Israël continuera de progresser. Évoluant progressivement vers un État bien plus fort après ce qui s'est passé le 7 octobre. Bibi est sorti ce soir et a pris la parole. Et en fait, maintenant, vous allez commenter, le docteur Gattel et toi allez sûrement diffuser le communiqué de Netanyahou. Qu'a-t-il dit? Il n'a pas dit, comme il l'a fait l'autre jour, qu'il allait se désarmer, de gré ou de force. À ma connaissance, Smotrich et Ben-Gvir n'ont rien dit. Ils écrivaient peut-être quelque chose ce soir, mais j'ignore cela. Nous allons le vérifier maintenant. Ce sont 2 points importants à prendre en compte dans cette histoire. Le Hamas n'a pas précisé s'il se désarmerait, ni s'il jouerait un rôle majeur à Gaza, contrairement à ce qu'il avait affirmé récemment. Et disons que le ton de la part de tout le monde a été très mesuré, en gardant leur distance sans s'envoyer de pique. Cela ne veut pas dire que plus tard, cela n'arrivera pas. Mais en ce moment, la priorité d'Israël est, ils doivent rentrer à la maison et à partir de là, nous prendrons la prochaine étape. Israël ne pense pas en termes d'années. Il ne pense pas en mois. Il pense en jours, en heures, en minutes. Au maximum. Si vous ne pensez pas comme ça, c'est mauvais signe. Parce que tout peut changer. Une attaque de l'Iran peut tout changer. Un attentat peut tout changer. Le scénario est inconnu pour tous. Un Hamas apparemment prêt à se rendre. Personne, en toute logique, ne pourrait y croire. Mais nous en sommes là. 9 octobre. C'est très emblématique, non? La date? Après avoir tant entendu parler du 7 octobre, on dirait que le temps s'est arrêté au 7 octobre 2023. Et maintenant, jusqu'à un certain point, il semble que ça commence à avancer.
ou comment le ressentez-vous? Marc, le docteur Gattel, le 7 octobre 2023, c'est le début. Israël a combattu des terroristes sur son territoire pendant 3 ou 4 jours. N'oubliez pas, des infiltrations ont eu lieu dans plusieurs régions du pays et le 7 octobre a duré plusieurs jours. Il n'a pas fallu qu'une seule journée à Israël pour reprendre le contrôle de son territoire, reprendre le contrôle de son pays. C'est impressionnant. Beaucoup pensent que c'était une fausse bannière. Jusqu'à aujourd'hui? Ceci, Eh bien, le drapeau a coûté beaucoup de vies. non seulement il a coûté beaucoup de vies, mais aussi le prix qui a été payé avec l'image d'Israël, avec toute la sécurité que l'on avait avant. Et ensuite, l'antisémitisme à l'échelle mondiale, les attaques qui ont suivi, non seulement avec ce qu'était le Hamas, mais aussi avec le Hezbollah, avec toute la question de l'Iran. On savait que cette guerre allait arriver, mais ce n'était en rien un prix bon marché. Beaucoup de personnes, au cours de ces 2 années, ont commencé à dire qu'au moment où l'attaque du 7 octobre a commencé, Israël avait déjà perdu la guerre. Et jusqu'à un certain point, dans la guerre médiatique, on continue encore avec la théorie dans de nombreux médias, avec beaucoup de personnes influentes qui disent que, curieusement, nous n'allons pas pouvoir revenir à la perception que l'on avait du judaïsme et des juifs avant le 7 octobre, ce qui est immense. Très cher Daisy Herrera, merci beaucoup, vraiment. Mais dans ce cas, nous aimerions que tu nous racontes, très cher. Comment tu vois tout ça? Tu penses que oui, au final, est-ce que ça a marché? Parce que on dit qu'ils ont 72 heures pour terminer les différentes phases. Là, c'était la première phase du plan. Je vais justement partager le tweet de Donald Trump où il dit ici: je suis fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont signé la première phase du plan de paix. Tous les otages seront bientôt libérés. Israël retirera ses troupes sur la ligne convenue avec les premières étapes, vers une paix forte, durable et éternelle. Espérons qu'elle soit éternelle. Toutes les parties seront traitées équitablement. C'est un grand jour pour le monde arabo-musulman. Oui, mais ici, il parlait spécifiquement de la première phase de la paix. Combien de phases comporte ce plan? Que disent-ils? Je ne sais pas si vous me voyez. Voyons, toi, Marc. Je ne t'ai pas entendu. Je ne sais pas si c'est toi qui as bugué ou si c'est moi, mais je ne t'ai pas entendu. Il est possible que ce soit moi qui ai bugué, je le répète. En combien de phases consiste le plan de Trump? Bien, en gros, ça, il y a 3 phases. La première concerne les échanges de prisonniers. Oui, certains seront libérés. Des prisonniers du Hamas, malgré la fermeté de Netanyahou. Les membres du front ne seront pas libérés, qui ont participé à l'attentat terroriste du 7 octobre 2023. Et non plus aux gros bonnets comme Marwan Barghouti. Mais bon, il y a un échange. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est le désarmement du Hamas et la reddition du Hamas en tant que groupe terroriste. Autrement dit, le désarmement et leur abandon du pouvoir à Gaza. Et la troisième phase, bien sûr, c'est la reconstruction. C'est tout ce qui concerne la phase de reconstruction. Donc, par exemple, Trump ne rentre pas dans les détails, mais en disant que la première phase est accomplie. Et nous sommes prêts pour les autres, c'est-à-dire nous sommes prêts à atteindre une paix éternelle. C'est ainsi qu'il le mentionne. Eh bien, dans la rhétorique qu'il a utilisée, cela implique que le plan continue, que Trump l'a dit catégoriquement. Ce plan vise à pacifier un conflit vieux de 3000 ans. C'est bien ce qu'il a dit, non ? Donc évidemment, en le disant ainsi, il le dit de manière aimable. Je reviens à ce que tu dis, stratégie militaire. Il est clair qu'actuellement, cela doit se faire aimablement. Parce que, en plus, le Hamas ne veut pas donner l'impression d'avoir perdu. Voyons, ici on pourrait se demander, bon, et alors, qu'est-ce que ça change, hein, non? Je veux dire, s'ils ont déjà perdu, s'ils sont déjà vaincus. Oui, mais attends. Rappelez-vous que le Hamas n'est pas le seul groupe terroriste à Gaza. Le djihad islamique et d'autres petits groupes y sont également présents. Donc, si le Hamas montrait en ce moment une image de faiblesse et une image de capitulation, c'est quelque chose que ce type d'islam extrémiste ne pardonne pas. Il y aurait très probablement une guerre civile à l'intérieur de Gaza. Très probablement, le djihad islamique et d'autres groupes, ils s'attaqueraient à la gorge du Hamas en ce moment pour prendre le pouvoir. Et si ces groupes parviennent à prendre le pouvoir, et pire encore, s'ils parviennent à prendre les otages,
Alors tout est fichu. C'est-à-dire, précisément à cause de ce jeu interne de pouvoir à Gaza, qu'Israël et les États-Unis ont aussi accepté de gérer les choses avec une certaine, disons, relative douceur. Justement, pour éviter que le Hamas ne s'effondre d'une manière qui provoquerait une situation incontrôlable que plus personne ne souhaite. Justement, alors que nous sommes sur le point de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre. Si cela tournait mal, si tout se passait à l'envers, cela signifierait que la guerre devrait recommencer, et cela signifierait très probablement que les otages ne pourraient jamais être sauvés vivants. Donc il faut avancer avec beaucoup de prudence là-bas. Maintenant, le point est clair. Dans tout cela, quels avantages le Hamas obtient-il? En réalité, pas vraiment. Mais Cécile a laissé un commentaire intéressant. Avec l'échange, le Hamas en sort gagnant. Je ne comprends pas si cela a été proposé. Ça devrait être « on lui impose ». Eh bien, en réalité, oui, on est en train de lui imposer. Parce qu'Israël comme les États-Unis ont été très clairs par rapport à la proposition. Entre guillemets, quand ils ont dit à Hamas « ceci n'est pas négociable », c'est pour une réponse oui ou non, sans modification possible. Hamas, lorsqu'il a reçu la proposition, a immédiatement dit « d'accord ». Nous allons l'examiner et voir quels changements nous allons proposer. Et on lui a dit « non, 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 non. Ce n'est pas pour ça. C'est pour que tu répondes oui ou non. » Et cela a duré 3-4 jours où ils ont continué avec ces allers-retours. Mais bon, alors, tenez compte que la situation du Hamas est très difficile. À l'intérieur de la bande de Gaza, il y a plusieurs clans contre lui. Évidemment, le djihad islamique ne lui pardonnerait ni démission, ni reddition, et il risquerait sa vie. Et cela pourrait tout empirer. Alors, naturellement, cela donne aussi un autre avantage aux États-Unis et à Israël. Autrement dit, ils n'ont pas à tant offrir au Hamas. Voyons, qu'offres-tu? D'accord, je t'offre de te laisser en vie. Tu t'en vas, tu quittes le pouvoir, tu te désarmes, tu te rends, je te laisse en vie. Et quoi d'autre? Comment ça, quoi d'autre? Je veux dire, non, je vais juste te laisser en vie. Je veux dire, non, c'est tout, je ne vais pas t'écraser. Je vais veiller à ce que le djihad islamique ne t'écrase pas non plus. Et rien que pour ça, le Hamas devrait embrasser les pieds de ceux qu'il propose. C'est-à-dire, le Hamas n'a que le risque d'Israël, et les États-Unis ont le risque interne. Alors, je répète, nous sommes dans une situation qui n'a jamais été vue auparavant. Je vais insister, nous devons être prudents. Ne vous laissez pas encore aller à la joie. Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. C'est-à-dire tant que nous n'avons pas Tant que les otages ne sont pas libérés, l'affaire n'est pas réglée. C'est-à-dire, nous n'allons pas crier victoire, mais je vais aussi insister là-dessus. La situation du Hamas n'avait jamais été vue auparavant. Ils n'avaient jamais senti la faute aussi près de leur cou. Littéralement. Alors là, ils sont vraiment effrayés. En ce moment, ils sont vraiment en mode panique. Parce que jamais, c'est-à-dire toute la stratégie du Hamas depuis le 7 octobre, depuis la coordination avec l'Iran, depuis le rôle que devait jouer le Hezbollah, depuis ces premières étapes du conflit, et ensuite, tout au long de cette période, le rôle que devait jouer Macron comme idiot utile en Europe, le rôle que devait jouer Francesca Albanese, le rôle que devait jouer ce Borrell, l'Espagnol Borrell, le rôle que devaient jouer des gens comme Ursula von der Leyen et tous ces agents européens qui devaient tout faire en faveur du Hamas. Le rôle que devait jouer Kamala Harris en gagnant les élections des États-Unis. Le rôle devait être joué par tout l'activisme woke dans les universités américaines, dans les universités européennes, financé par l'US Agency for International Development, mais surtout canalisé par le biais des organisations non gouvernementales de George Soros. C'est-à-dire, tout cet ensemble mondial devait remplir sa fonction d'arrêter Israël à un moment donné. Peut-être après 1 mois, peut-être après 6 mois, peut-être après 1 an, peut-être 1 an et demi de guerre, mais l'arrêter pour qu'on n'en arrive pas à cette situation. Pour Hamas, c'est une catastrophe d'en être là. Même s'ils essaient encore de tricher, même s'ils essaient de jouer l'illégalité, le fait d'avoir dû en arriver là et de faire la déclaration qu'ils ont faite en ce moment, je vais demander à mon cher Strategias Militares de nous lire textuellement pour que nous entendions textuellement la déclaration faite par Hamas et celle faite par Netanyahou. Le fait d'en être arrivé là, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour le Hamas, c'est catastrophique.
Tout simplement, c'est catastrophique. Donc, tout a changé en ces 2 ans, le panorama est complètement différent. Et le problème, c'est que le Hamas, on comprend maintenant qu'il n'a plus rien à quoi se raccrocher. Donc attention à cela. D'accord. Justement, l'une des choses qui ont le plus été soulignées sur les réseaux, ce sont les réactions du leadership palestinien, n'est-ce pas? Le leadership du Hamas n'est pas celui des Palestiniens. Mais ici, on voit, enfin jusqu'à un certain point, quelque chose de contradictoire. C'est-à-dire, on dirait qu'ils sont comme s'ils obéissaient, mais en même temps, on dirait qu'ils sont plus calmes. C'est-à-dire, c'est un peu étrange de voir ce genre de photos. Et ce ne sont pas les seuls. Mais ici, nous en avons une de plus. Très chère stratégie. Attends-moi là, ce que nous avons, ce sont les Qataris, les Turcs, les Israéliens. Exactement. Et ici, ça se remarque. C'est-à-dire une forme de bonheur, non? Où l'on voit que déjà, jusqu'à un certain point, ils voulaient déjà la fin de la guerre. C'est très, très impressionnant de voir ce genre de réaction. Chacune est différente, mais ils chantent toujours. Beaucoup se disent déjà vainqueurs. Et comme tu le dis bien, Irving, nous n'y sommes pas encore arrivés. Nous avons aussi notre très cher Donald Trump qui, au moment où il l'apprend, fait la déclaration que nous allons partager ci-dessous. Eh bien, celui dont ils viennent justement de réussir à faire en sorte que l'accord continue, que cela se voit déjà. Ses proches, cela va être nécessaire très rapidement. Autrement dit, il va devoir terminer la réunion qu'il avait pour pouvoir justement entrer avec l'accord. J'adorerais, oui, s'il te plaît. Très cher Estratégias, pourrais-tu nous parler un peu des réactions de Netanyahou? Et aussi, de quoi préférerais-tu parler, Irving, de Hamas, c'est-à-dire des dirigeants du Hamas? C'est que on reçoit déjà des infos sur ce qu'Israël devra payer pour ses 20 otages. Faites attention à cela. D'après ce qui est en train de fuiter, 2000 prisonniers palestiniens seraient libérés ce lundi. J'insiste là-dessus. Il y a un prix à payer. Israël va le payer, Hamas l'a payé et le paiera. Parce que les choses vont changer, cela ne veut pas dire que tout le monde va aller dîner maintenant comme si de rien n'était, parce que ce n'est pas le cas. À Khan Younes, ils célèbrent actuellement. Nous ne savons pas quoi, ils ont détruit 75% de la bande de Gaza. Mais évidemment, ici, il va aussi y avoir à l'intérieur d'Israël une crise politique à cause des concessions qu'Israël va devoir faire. Voyons, j'insiste, Ben Gvir, Smotrich, le gouvernement de Bibi. Je demandais au docteur Gattel si Bibi pouvait gagner les élections qui approchent dans ces conditions de libération des otages. Je crois que oui. Je crois que Bibi, s'ils parviennent à faire revenir les otages cette semaine ou dans les 7 prochains jours, il serait dans une position politique assez positive. Sauf pour le fait qu'il n'est toujours pas clair ce qu'il va faire avec Hamas, s'il va en finir avec lui ou non. Mais le communiqué de Hamas a été assez neutre dans ce sens. Au début de la semaine, Hamas annonçait qu'il ne rendrait pas ses armes. Il répétait toute la journée qu'il ne rendrait pas les armes, qu'il ne se rendrait pas. Et quelque chose s'est passé ces dernières minutes dans cette négociation où le Hamas a changé. On lui a dit quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas si on lui a dit « D'ici, vous partez ailleurs. On ne vous dira pas où, mais vous ne sortirez pas vivant. » Je ne sais pas, aucune idée, mais tout a changé. Et il dit « Parole de Hamas, déclaration complète. Après les négociations responsables et sérieuses menées par le mouvement et les factions de la résistance palestinienne sur la proposition du président Trump à Sharm el-Sheikh,
visant à mettre fin à la guerre d'extermination contre notre peuple palestinien et à assurer le retrait de l'occupation de la bande de Gaza, le mouvement de résistance islamique Hamas annonce qu'un accord a été conclu pour mettre fin à la guerre. Hamakan. Garantir le retrait de l'occupation, l'entrée de l'aide humanitaire et un échange de prisonniers. Nous remercions nos frères et les médiateurs du Qatar, d'Égypte et de Turquie, ainsi que le président Trump pour ses efforts visant à mettre fin à la guerre et au retrait total de l'occupation de Gaza. Nous lançons un appel au président Trump, aux pays garants de l'accord et à toutes les parties arabes, islamiques et internationales, afin qu'ils obligent le gouvernement d'occupation à appliquer pleinement les termes de l'accord et ne lui permettent pas de se soustraire ou de retarder ce qui a été convenu. Nous saluons notre grand peuple de la bande de Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie, dans toute la patrie et dans la diaspora. Un peuple qui a fait preuve d'une fierté, d'un héroïsme et d'un honneur sans égal, et qui a affronté les plans de l'occupation fasciste contre eux et leurs droits nationaux. Nous sommes, ces sacrifices et ces nobles positions ont contrecarré les plans de soumission et de déplacement de l'occupation israélienne. Nous affirmons que les sacrifices de notre peuple ne seront pas vains. Nous tiendrons notre promesse et défendrons nos droits nationaux jusqu'à obtenir la liberté, l'indépendance et l'autodétermination. Ici, j'aimerais souligner plusieurs points qui sont importants. Le premier, le Hamas supplie Donald Trump que quand les otages seront libérés, Israël ne les efface pas de Gaza. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est écrit ici. Nous appelons le président Trump, les pays garants de l'accord et toutes les parties arabes et islamiques internationales à obliger le gouvernement d'occupation, c'est-à-dire Israël, à respecter les termes, ce qui fait qu'ils ont aussi très peur qu'Israël, dès que les otages arriveront ici, déchaîne l'enfer sur la bande de Gaza. Mais en plus, dans la dernière partie, qui je pense aussi est la plus remarquable de toute cette histoire, il y en a quelques-unes de plus maintenant. Le docteur Gattel les mentionnera sûrement. Il dit « Nous affirmons que les sacrifices de notre peuple ne seront pas vains. Ils doivent, d'une certaine manière, dire aux Gazaouis que le fait d'avoir détruit toute leur maison, d'avoir pratiquement perdu toute la bande et son infrastructure, qui était déjà limitée, en a valu la peine. Pourquoi cela vaudrait-il la peine ? On affirme que seule la défense des droits nationaux mène à la liberté. Mais ici, ils ne disent pas de continuer la lutte armée. Ils ne mentionnent pas non plus la question des armes, alors qu'avant, ils l'avaient évoquée. D'une autre manière, ce qui indique ici que Hamas est dans une position qui va devoir donner beaucoup d'explications à beaucoup de gens, parce que les gens ne seront pas satisfaits du résultat de leur campagne. De 2 ans, depuis le 7 octobre, un peu plus. C'est un coup de peinture, une tentative de sauver les meubles, mais sans atteindre les termes auxquels ils nous avaient habitués à dire et à faire. Nous n'avons pas vu cela. Docteur Gattel, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Avant que une question, on est d'accord, Hamas va-t-il vraiment être démantelé? C'est là où je veux en venir. C'est là que réside le problème. Nous ne connaissons pas tous les détails. Qu'en est-il ressorti? Israël a accepté il y a 48 heures. Voyons. Eh bien, ce communiqué concerne uniquement la première phase de l'accord, c'est-à-dire la libération des otages. Le reste, ce sont des généralités. Mais c'est un accord dans le contexte de la première phase. Rappelez-vous que les États-Unis et Israël ont été clairs. L'accord compte 21 points. Les pays arabes et de nombreux autres l'ont déjà signé. C'est évidemment une proposition des États-Unis. Israël l'a signé en premier. Le Hamas doit simplement répondre oui ou non. Les jours précédents, le Hamas jouait à ce jeu du oui, mais, acceptant puis demandant des changements, nous ne l'accepterons pas. D'accord, alors remettons-nous dans le contexte. Actuellement, il ne négocie pas l'accord des 21 points. Ce n'est qu'un point de départ, la phase initiale avec l'échange de prisonniers et d'otages. Donc oui, ici, il faut bien souligner justement ce que nous indique stratégie militaire. Le ton avec lequel Hamas répond ou fait une première déclaration est un ton très difficile. C'est-à-dire parce qu'on sent, on remarque la défaite. C'est-à-dire
Il n'exige plus. Il supplie la communauté internationale d'agir. Il ne pose plus aucune question dans lesquelles ils prennent des décisions ou des initiatives. Ce que soulignait Strategias Militaris, c'est très important. Nous demandons au président Trump de bien vouloir garantir que, enfin, ils sont déjà dans une attitude de supplication. Et ils ne disent pas qu'ils vont continuer. Et en tant que résistance armée, ils ne disent même pas qu'ils vont rester au pouvoir. Sur ces sujets, les autres sujets de l'accord, ceux qui n'ont pas à voir pour l'instant avec la première phase, qui est l'échange, mais avec ce que je vous mentionnais il y a un instant. Le désarmement du Hamas et à une étape suivante, la troisième étape, la reconstruction de Gaza avec un nouveau gouvernement. Tout ce qui est mentionné concernant ces sujets, ce communiqué le fait de manière ambiguë, de manière neutre. C'est le terme qu'a utilisé Stratégie et il est tout à fait correct. C'est comme faire semblant de l'avoir mentionné, mais sans vraiment dire quoi que ce soit d'important. Et, plus important encore, rien qui aille à l'encontre de ce qui est dit dans l'accord, de ce qui est signé par les États-Unis, Israël et les pays arabes. Donc c'est un communiqué de la part du Hamas très sournois. Mais maintenant, ce que je veux, c'est que vous fassiez le lien entre les informations. Que vous fassiez le lien parce qu'alors Israël accepte de libérer 2000 prisonniers. Voyons, Israël a actuellement dans ses prisons israéliennes, je n'en ai aucune idée, il doit y avoir près de 20 000 prisonniers palestiniens, entre 15 et 20 000 prisonniers palestiniens. Pourquoi ? Parce que pendant 2 ans, ils n'ont cessé de capturer et capturer et capturer et capturer et capturer, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie. Donc beaucoup des prisonniers palestiniens qui ont été libérés lors des échanges précédents sont déjà morts, ont déjà été éliminés. D'autres ont de nouveau été capturés. Israël dispose en ce moment, disons, d'un capital humain dans ce sens-là. Désolé de le dire aussi froidement, mais c'est comme ça. Il possède un capital humain important pour négocier. C'est-à-dire, si on lui dit qu'il doit livrer 2000 prisonniers, Israël peut prendre 2000 personnes parmi les prisonniers qui ne sont pas là pour des raisons vraiment graves. C'est-à-dire, si c'était seulement 2000, Israël devrait décider. Il n'est pas utile d'inclure quelqu'un condamné à perpétuité, car il y a de nombreux prisonniers palestiniens en Israël sans cette peine. Mais ils doivent faire cette concession, pas parce que c'est la façon de convaincre Hamas de nous rendre les otages. Non, écoutez, Hamas a été contraint par la guerre, avec le seul langage qu'ils comprennent. Ils doivent faire cette concession précisément pour que Hamas puisse aller voir la population palestinienne et présenter un succès, et pouvoir rester à la tête de tout. Parce que si Hamas ne reste pas à la tête de tout, les phases 2 et 3 de l'accord ne seront pas réalisées, du plan. C'est-à-dire, ce que je vous disais tout à l'heure, si le djihad islamique renverse Hamas ou le remplace, ou si toute Gaza se révolte contre lui, et dit « Hamas ne nous représente pas, on ne l'écoute plus ». Alors, les phases 2 et 3 ne sont pas mises en œuvre. La guerre éclate à nouveau. Et dans un de ces cas, qui sait même si la phase 1. C'est pourquoi il est important en ce moment que Hamas se soit déjà rendu. Tout indique que Hamas s'est déjà rendu. Et on le voit dans le ton dans lequel ce communiqué était rédigé. Il est important, s'il est fondamental que Hamas reste à la tête de la résistance palestinienne. Parce que s'il y a des changements, tout peut être gâché. C'est encore pire. C'est-à-dire, voyons, je le répète, je veux que vous gardiez toujours à l'esprit que ces choses de la guerre ne sont pas simples. Ce n'est pas « je suis plus fort, je t'écrase, je te bats » et c'est tout. Non, c'est très difficile, c'est pourquoi je vous ai toujours conseillé de suivre Guillermo Laferrière sur ce sujet. Quand il explique les guerres, à la fin, dans cette dernière étape, elles ne se gagnent pas sur le champ de bataille. Elles se gagnent dans la négociation politique. Et là, il faut savoir comment la mener. C'est que la guerre est compliquée. Excuse-moi, Marc. La guerre, c'est de la ruse. Il faut être rusé. Parfois, ce n'est pas la force, mais l'intelligence qui l'emporte. Celui qui sait mieux négocier. Celui qui sait mieux négocier. Il est plus fort et plus intelligent, non? Mais c'est un avantage. Bien sûr, c'est un avantage. C'est-à-dire, il a raison, même si personne n'aime ça. En ce moment, aujourd'hui, le pire des maux dans la bande de Gaza n'est même pas le Hamas lui-même. Il y a 300 associations djihadistes là-bas qui peuvent être même pires que le Hamas. La population est radicalisée. Ses dents sont la cible des sociétés on l'a constaté le 7 octobre et depuis.
Si ce n'était pas le cas, ils n'auraient pas résisté aux 2 années de campagne militaire qu'Israël leur a imposées. Mais ils sont toujours là. Et beaucoup de mères sont très fières d'avoir des martyrs chez elles. Bien sûr. Nous l'avons répété cette semaine. Ils aiment la mort, nous la vie. Alors, si nous avons trouvé un moyen pour qu'ils ne libèrent jamais les otages, libérons-les d'abord et nous nous occuperons du reste ensuite. Mais d'abord les otages, s'il vous plaît. C'est que c'est leur plus grande pièce de négociation, c'est-à-dire c'est littéralement la seule chose que justement Hamas propose. C'est la raison pour laquelle Israël n'a pas déchaîné l'enfer sur terre, comme on l'a dit tant de fois. Mais de toute façon, je dois le dire. Et je suppose que vous, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, mais on a l'impression, ça fait bizarre. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne colle pas. Je veux dire, l'idée de dire d'abord qu'on ne va rien céder à propos du Hamas. Maintenant, on parle déjà de 2000 prisonniers. D'un autre côté, il y a aussi cette idée, c'est qu'on doit pouvoir négocier avec eux. Et en même temps, je pense que tu as tout à fait raison, comme le dit Irving, où l'idée de maintenir le Hamas en vie est une stratégie qui va aider non seulement pour mettre fin à la guerre, mais aussi pour aider tous ceux qui sont impliqués. Et c'est très, très paradoxal, n'est-ce pas? Où c'est vraiment, c'est ironique, que tu doives justement maintenir ce groupe terroriste au pouvoir et en vie pour éviter que la situation ne devienne encore pire. Mais tu vois, ça a un autre avantage. Ce sont des choses qu'on commence à peine à voir maintenant qu'on y est arrivé, n'est-ce pas ça, n'est-ce pas? Cela a aussi un autre avantage que j'avais déjà évoqué. Tout à coup, le point n'est plus de dire à Hamas « je vais t'épargner la vie », mais plutôt « je vais te sauver » de ceux qui voudront te couper la tête sur ton propre territoire. Parce qu'au final, Hamas sait que l'armée israélienne est civilisée alors que les extrémistes palestiniens incarnent la barbarie totale. C'est-à-dire, je peux te parier qu'aucun membre du Hamas ne veut mourir aux mains des autres factions extrémistes. Mais je t'en suis absolument certain. Bon point, Dr Gattel. C'est que cela peut même créer un vide de pouvoir. Je veux dire, l'idée que le Hamas ne soit pas là. Ce panorama que nous a décrit Stratégie militaire, où il y a plus de 300 groupes, alors comment ont-ils été maintenus sous contrôle? Par le Hamas. Parce que le Hamas est plus fort. Plus radicaux, ils n'ont ni la taille, la force, ni l'argent du Hamas. Mais alors, si Israël écrase le Hamas en ce moment critique, ça ne va pas créer un chaos là-bas impressionnant. Stratégia l'a dit. C'est juste, voyons, d'abord les otages. Espérons-le, d'abord les otages, ensuite le désarmement et ensuite la reconstruction. Espérons que les 3 étapes, Spexter ou Swatchman à respecter, non? Mais si elles ne sont pas respectées, d'abord les otages, et ensuite, si on doit revenir tout faire exploser, eh bien, on le fera. Mais cette fois, sans pression ni chantage. Espérons que non. Et espérons-le pour les Palestiniens, parce que sinon, évidemment, ce qu'ils vont subir eux-mêmes à l'intérieur, comme une guerre civile. C'est une leçon que nous, les Juifs, devons bien comprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous a fait nous effondrer face aux Romains en l'an 70? Qu'évidemment, déjà, sous le siège de Rome, quand nous étions déjà en total désavantage, nous avons commis l'imprudence sympathique de déclencher une guerre civile entre nous-mêmes. Le Talmud l'affirme clairement. La destruction de Jérusalem et du Temple est due à la division des Juifs. Au-delà de la leçon morale du Talmud, l'intérêt ici est la leçon sociologique, c'est-à-dire un groupe déjà assiégé, déjà vaincu et déjà sans alternative peut se fracturer et un conflit interne peut commencer. Donc il faut encore maintenir cela bien serré, tenu en une seule pièce, jusqu'à ce que les otages soient libérés, au moins. Après, on pourra improviser. Maintenant, juste une chose, stratégie. Attends, je veux demander, le fait qu'ils aient 2000 personnes, est-ce que ce ne serait pas justement continuer à leur donner les combattants qui leur manquaient, c'est-à-dire qui leur manquaient déjà avant? Très cher stratégiste. Avant de terminer avec ça et de répondre à ta question, qui est très bonne, en plus parce que tout le monde a en tête ce qui s'est passé avec Sinwar quand il a été libéré. C'est justement le point qu'une seule personne, comme Sinwar, a réussi à organiser le 7 octobre. Évidemment, il y a eu d'autres choses, mais la direction. Je vous le dis, car nous l'avons déjà vécu. Année 2008. Bande de Gaza, contrôlée par l'autorité palestinienne. Il y a des élections dont on ne sait pas vraiment qui les remporte, car il n'y a aucune garantie concernant le vote. Hamas dit qu'ils les ont gagnés. Et ils procèdent à une purge. Une purge. Je ne vais pas finir avec le nom ethnie
Et vous savez comment finit Al-Fatah, de l'autorité palestinienne. Hamas a pris le pouvoir. Il y a une guerre civile pendant des mois. Ils détruisent toute l'infrastructure de l'autorité palestinienne et gardent le pouvoir. Année 2014. Syrie, Irak. Ce qu'on appelle l'État du califat est créé. Je ne vais pas dire les initiales à cause de l'algorithme. Cela se produit aussi à Gaza. En 2014, des groupes salafistes déclarent leur annexion à l'État du califat. Que fait Hamas? Il les élimine. Il les neutralise. Mais il les élimine. Littéralement. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tous les groupes qui ont existé dans la bande de Gaza, tous ont été contrôlés par Hamas. Il n'a permis à aucun groupe d'agir de manière indépendante. Les groupes qui sont nés dans certains quartiers, dans certaines associations, des groupes d'amis qui ont formé leur propre sorte de groupe djihadiste. Tout a toujours été contrôlé par Hamas, ils ne s'en sont jamais séparés. La situation actuelle est la suivante. Hamas a perdu 95% de ses commandants de terrain vétérans. Les Sinwar n'existent plus, les Taif non plus, les Sharada et les autres non plus. La connexion qui existait entre Hamas et le Qatar, Hamas-Gaza, n'existe plus. Ces amis qui ont grandi ensemble dans les quartiers de Khan Younes, qui jouaient ensemble enfants et qui ont été élevés dans la haine du juif, ne sont plus là. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Une nouvelle génération de garçons. En réalité, le commandant de Rafia du commandement sud de Gaza, je ne sais même pas s'il a plus de 25 ans. En voyant sa photo, j'ai été stupéfait. Ce sont de jeunes gens. Ils ont leurs propres aspirations, leur propre désir de grandir au sein de la guerre sainte et du djihad. Et cela va totalement à l'encontre du plan d'action du Hamas-Qatar. Des types de plus de 50 ans qui vivent très bien, savent quand remuer le nid de guêpe pour faire du bruit et savent quand l'apaiser. En revanche, les jeunes du Hamas, eux, ne voient pas plus loin que ce qu'ils ont devant eux. Ils veulent en finir et ils veulent du sang, beaucoup de sang. Et c'est ce que Sinwar a donné le 7 octobre. Sinwar, le 7 octobre, lance l'attaque, en plus d'être soutenu par l'Iran pour empêcher la signature des accords d'Abraham. C'est parce qu'il a un groupe de jeunes très radicalisés qui exigeaient une action ferme contre Israël. Et c'est précisément ce qui se passe maintenant. Beaucoup sont tombés pendant la guerre, mais plus de 30 000 restent encore dans la bande de Gaza. Par conséquent, si le Hamas, Qatar continue de faire durer cette guerre, il va perdre totalement le contrôle de ceux qui sont dans la bande de Gaza. Ils vont devenir autonomes et bien plus encore volatiles et peu prévisibles au sein de l'organisation. C'était la contribution que je voulais apporter sur ce sujet. Rappelle-moi la question, Marc. Avant tout, merci pour cette clarification. La question était, ces 2000 prisonniers qui sont en train d'être libérés, les 2000 terroristes, ne pourraient-ils pas réarmer le Hamas après qu'il ait déjà été décimé? Oui, définitivement, ceux qui vont être libérés le seront parce que le Hamas aura soumis une liste. Il voulait des membres de Noukba, il voulait des personnes très sélectionnées, justement pour essayer d'équilibrer les classiques, c'est-à-dire les vétérans qui ont un attachement très fort à l'organisation, avec les jeunes qui viennent d'arriver. Oui, c'est vrai. Ce facteur de risque est là. Ce facteur existe. Ils vont libérer de potentielles machines à tuer, parce qu'ils sont comme ça. Mais Israël a progressé dans un domaine, sa capacité de renseignement. Si Israël, quand tout cela sera terminé, commence à régler des comptes, comme il le fait au Liban, comme il le fait dans d'autres endroits, nous pouvons être plus tranquilles, mais le risque restera toujours. Il y aura toujours un Sinwar, un Dave, un Barghouti. Cela existera toujours. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils aient été en prison. C'est-à-dire, il n'est pas nécessaire qu'une personne à Gaza ait été en prison. Sortez et allez faire un 7 octobre. Les gens qui vivent déjà là-bas, c'est-à-dire, il y a des gens qui font déjà partie de là, en Judée, en Samarie, à Gaza, à l'étranger, sont capables de faire un 7 octobre. Il n'est pas non plus nécessaire qu'une tête soit passée par la prison et ait eu trop de temps pour réfléchir à froid. Comment se venger d'Israël? Le risque sera toujours là.
Cela existe depuis 1948. Le terrorisme va continuer. Israël va, je pense, désormais agir pour éliminer les camps d'entraînement djihadistes à Gaza. Dès qu'on détectera la présence d'une quelconque excursion d'été, de type avec des fusils, des camionnettes et des lance-roquettes, ils vont les anéantir directement. C'est un changement aussi générationnel en Israël. L'armée a dû évoluer et s'adapter à la situation. Je pense qu'à présent, en plus, s'ouvre la première phase pour Israël, qui est commencer à s'armer par lui-même, commencer à construire son industrie militaire, dépendre de lui-même. Il reste 3 ans et demi de Donald Trump à la Maison-Blanche. Sauf s'il lui arrive quelque chose au niveau de sa santé, ou s'il lui arrive quelque chose d'accidentel ou de non accidentel, Israël a maintenant une opportunité contre la montre, de s'armer, de fabriquer ses munitions, de rendre son service de renseignement encore plus efficace qu'il ne l'est déjà, ce qui est le cas. Et en définitive, se blinder face à ce qui va arriver, parce que cela va arriver et ce ne sera pas bon. Nous sommes, honnêtement, c'est quelque chose de très fort. J'ai une vidéo que je veux vous partager à propos de cette notion des autres groupes qui détiennent le pouvoir. L'une des choses très intéressantes que beaucoup d'entre nous avaient oublié pendant toute la guerre, c'est que Hamas n'était pas le seul groupe, qui détenait le pouvoir à Gaza. Et nous avons oublié qu'il y avait d'autres personnes comme le djihad islamique et d'autres groupes terroristes. Mais c'est très intéressant. La façon dont ils ont réagi au plan de Trump. Justement, ici, je vais vous montrer la vidéo où ils apparaissent en train de dire qu'ils soutiennent le plan. Il dit, nous, au gouvernement, dans l'armée populaire des forces du Nord, d'accord? Ils expriment leur sincère gratitude et leur reconnaissance au président Donald Trump. Oui, il est justement le leader. Il est également écrit que Yasser Abu Shabab, chef des forces populaires, déclare « Nous voyons dans le président Donald Trump une voie pour mettre fin à l'effusion de sang au Moyen-Orient vers la paix. » Et ici aussi, il est question des défenses populaires, les forces des défenses populaires. Et littéralement, il dit également avec les clans honorables de Palestine dans la bande de Gaza. Oui. Ils étendent leurs efforts. Nous allons étendre nos efforts plus largement, mais pas avec toutes nos capacités, afin de pouvoir assurer le succès de cette proposition. Cela devrait, dans une certaine mesure, nous surprendre, et pas seulement parce que nous voyons, non, pas seulement. Nous ne nous y attendions pas, mais nous voyons aussi les autres groupes qui pourraient prendre le pouvoir à Gaza. Et pour la première fois, il semblerait qu'ils essaient d'atteindre une notion de paix pour aider le peuple palestinien. Cela, évidemment, nous ne savons pas si c'est quelque chose de durable, si c'est réel. Leurs intentions sont réelles. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que déjà, comme nous l'avons bien vu dans le plan d'Israël, une fois que tu élimines Hezbollah avec toute la force et la milice qu'ils avaient, une fois que tu élimines les fonds de l'Iran, une fois qu'ils commencent à se retrouver dans la nécessité de comprendre comment ils vont se maintenir eux-mêmes, alors les choses changent. Et cela nous laisse aussi avec l'une des questions les plus intéressantes. Les principaux soutiens économiques des Palestiniens étaient liés à l'UNRWA. Ils étaient liés au soutien qu'ils recevaient de la part des autres nations par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations Unies. Et je ne sais pas si l'un de vous deux veut répondre à cette question. Qu'est-ce qui va se passer avec l'UNRWA? Et qu'est-ce qui va se passer avec le soutien après? Moi, très rapidement, avant le docteur Gattel, que j'ai hâte d'entendre, parce que je pense que cette question est essentielle. Vous voulez un titre? Aujourd'hui, le 9 octobre 2025, commence la guerre civile à Gaza. Et vous allez le voir. Maintenant, Hamas. Oui, maintenant Hamas. Et écoutez bien ceci. Hamas a des clans qui parcourent la bande de Gaza avec leurs propres intérêts. Ils sont sortis de la sphère et du contrôle de Hamas. Hamas s'est fait des ennemis parmi les clans familiaux. Maintenant, ils vont régler leurs comptes entre eux. Ils n'auront plus à se soucier des drones israéliens ou des chars israéliens.
Hamas va maintenant avoir le temps de régler ses comptes avec les insurgés, ceux qu'il considère comme des traîtres. Hamas va devoir maintenant imposer une loi de la force et une violence très élevée à l'intérieur de la bande de Gaza, ces clans familiaux qui se sont armés. Vous allez halluciner avec ce qui va se passer à Gaza. Peut-être qu'Israël n'aura même pas à la détruire. Parce qu'en ce moment, il y a une guerre civile là-bas. Et cela va s'accentuer avec ça. Ça semble un peu lourd et difficile pour le plan de Trump, non? De faire la Riviera de Gaza et toute cette idée qu'il avait d'activer économiquement la bande de Gaza. Et évidemment, non pas seulement pour le plan de Trump et aussi pour Israël, mais aussi pour les Palestiniens eux-mêmes. Et cette guerre civile, je suppose qu'il va être un peu plus difficile de comprendre ce qui se passe et qui y participe, en prenant en compte que disons que les informations qui sortaient de Gaza provenaient de Hamas. Et maintenant, si Hamas finit par être retiré du pouvoir, on ne sait pas exactement qui va avoir la voix, parce que c'est l'une des choses qu'ils vont sûrement essayer de contrôler. D'abord, le contact avec le monde extérieur, qui littéralement, ils se sont rendus compte que bien souvent, cela a empêché Israël de maintenir cette paix. C'est très lourd, mon cher Irving. Regarde, il y a un avantage là-dedans. Beaucoup de ces clans ou beaucoup de ces groupes collaborent déjà d'une certaine manière avec Israël. En fait, les principaux conflits concernent les clans et de Hamas. Même cette semaine, il y a eu une tentative d'attaque de la part du Hamas contre l'un des clans. Et Israël a aidé à repousser cette attaque, qui a été désastreuse pour le Hamas. Ils y ont perdu environ 21 combattants. Et au début, les images avaient fuité. On disait qu'ils essayaient d'attaquer une position de l'armée israélienne. Mais non, plus tard, on a appris qu'en réalité, ils allaient se venger contre l'un des clans. Mais bon, Israël a participé à la rixe. Donc, un avantage, c'est que beaucoup de ces groupes, mais attention, pas tous. Nombre de ces groupes ne sont disposés à rejoindre le plan en cours d'élaboration avec Israël, les États-Unis, etc. Nous avons vu ici les vidéos de 3 groupes remerciant Trump pour tout ce qui est fait. Donc ce n'est pas un panorama complètement chaotique, mais c'est tout de même une situation qui va devenir très compliquée. Observation très intéressante des stratégias militaires. Parce que, je le répète, au bout du compte, c'est la conséquence, ou disons, le résumé de tout ce que nous avons souligné d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que la performance du Hamas, la reddition du Hamas, au bout du compte, cela les met en danger au sein même du monde palestinien. Et évidemment, il y a un besoin de les garder en vie, de les garder en première ligne, du moins jusqu'à ce que la libération des otages soit obtenue. C'est peut-être la partie la plus horrible pour le Hamas. Eh bien, peut-être que maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi les 4 sur la photo affichent ces visages si heureux que l'on voit. La question des otages se pose dans quelques jours. Et ensuite, que se passe-t-il? Comme je le disais, stratégie militaire, peut-être même pas. Regardez leur visage, leur attitude, leur corps. Là, c'est plutôt le langage corporel. Non, ils ne sont pas contents. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est même pas qu'ils ne sont pas contents. Ils ne vont pas bien. Alors, c'est ça le problème, non? Qu'est-ce qui se passe si au final le problème n'est plus Israël? Ce seront les rivaux. Parce que bien sûr, Hamas a été un groupe sanguinaire, pervers et grotesque. C'est-à-dire odieux, qui a exercé un pouvoir absolu. Sans parler de Palestiniens prêts à collaborer avec Israël, simplement de Palestiniens ordinaires qui ont été gouvernés pendant quoi? Eh bien, depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, cela fait déjà 18 ans, par un groupe sanguinaire. Combien de Palestiniens? Et je ne parle pas seulement d'individus, mais aussi de groupes. Ne ressentant-ils pas une haine profonde envers le Hamas, envers les gens du Hamas? Et maintenant que vous allez commencer à les voir s'affaiblir, vous allez commencer à les voir tomber. C'est-à-dire, ce n'est pas facile pour eux. Bien. Avec tout cela, je pense qu'après tout ce dont nous avons parlé ces derniers jours, nous pouvons déjà avoir une idée plus large de ce que cela signifie quand je vous ai dit que le Hamas ne s'était jamais retrouvé dans une situation comme celle-ci. Et c'est pourquoi il n'a pas d'autre choix que de négocier. C'est pourquoi il doit finir par céder.
D'où son besoin urgent de l'intervention de la communauté internationale. Probablement, le dernier petit rayon d'espoir qu'ils avaient là-bas était avec la flottille qui arrivait, le turc, l'espagnol, l'italien. Qu'ils puissent avoir une friction, un accrochage avec la marine israélienne. Ainsi, la communauté internationale décide d'une intervention plus importante. Les bateaux ont fini par dire « on s'en va ». Leur affaire, celle de la flottille, c'est leur problème, non? Alors, et ensuite, sur qui compter? Qui te protège ou te défend? Quand tu es sur le point d'être vaincu par un ennemi qui veut t'exterminer, mais qu'en plus, chez toi, tu as plein de gens que tu as mis en colère, et beaucoup pendant de nombreuses années, et qui sûrement te détestent, et qui seront encore plus heureux de te tuer de façon cruelle, sadique et sanguinaire que les soldats de l'armée israélienne. Autrement dit, Hamas réalise actuellement dans quel pétrin il s'est mis. Les gars sont vraiment très intelligents. Perspicace, vraiment. Quelle réponse incroyable. Attends, laisse-moi commenter d'abord Marc, car il reste des points à traiter et Juanita Leal est là avec son soutien. Nous en avons aussi ici. Je vous lis pour inviter tout le monde à participer. Franz Boll aussi. Merci pour votre soutien. Angel Munoz Mendez, également avec un super tag depuis quelque part en Europe. Ruben Ramirez Villegas, bien sûr. Francisco Buffa, José Maria Rui et Maria Chavez. Zuli Morazan. Je vérifie si Alan Macias est là aussi. Merci beaucoup. En fait, il y a plusieurs personnes là qui soutiennent tous les efforts que nous faisons et nous leur en sommes vraiment très reconnaissants. Parce que oui, c'est important, ça nous aide énormément. Et bien sûr, nous sommes ici entièrement disposés à continuer d'analyser le conflit pour vous, ce qui n'est pas simple. Si vous vous en rendez compte, stratégie militaire, Marc et moi, nous passons souvent de longues heures à nous creuser la tête, à essayer de trouver une solution à tout ça, n'est-ce pas? Mais merci, car grâce à ce soutien, vous rendez aussi possible que nous puissions continuer cet effort. C'est vrai, sans vous, nous ne pourrions pas faire ce travail. Merci beaucoup à vous aussi. Mais c'est encore plus important parce que nous avons cette façon de nous rapprocher pour clarifier l'information et pas seulement nous contenter des données, mais aussi toutes reliées, ce qui est honnêtement en grande partie grâce à vous et aussi à toi, très cher Irving et stratégiste. Il y a aussi un soutien de Croac, je ne sais pas comment ça se prononce, Cabarker, mais bon. C'est tout autant très apprécié. Et aussi de la part de Manuela Macias, un grand, grand merci. D'accord, mon très cher Estratégias, je te la pose. Dans cette dernière forme, oui, tu crois que ça va se faire? Tu as l'espoir que cette fois, ce sera vraiment la dernière fois? En prenant en compte tous les éléments, tu ne le crois pas vraiment possible, personnellement. Évidemment, je sais que personne n'est prophète. Ça fait longtemps que la prophétie est terminée, mais j'aimerais connaître ton avis. Je pense que le premier surpris, c'est Netanyahou. Bien sûr. Je crois que Netanyahou est le plus surpris qu'ils reviennent tous. Je suis aussi surpris. Le docteur Gattel peut être le troisième. Ou le quatrième. Ou le premier, ou le deuxième. C'est-à-dire, on en discutait récemment sur ma chaîne avec le docteur Gattel. La seule carte que possédait le Hamas pour survivre, c'était les otages. Cette carte disparaît. Quelle carte le Hamas a-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas s'ils ont trouvé les comptes bancaires, s'ils ont piraté les comptes, s'ils leur ont pris l'argent. Il a dû se passer quelque chose là-bas pour que le Hamas signe. Il y a quelque chose qu'on ignore. Quelque chose nous échappe. Récemment, quelqu'un a dit, il dit, dans 10 ou 20 ans, nous dirons ce que nous avons fait pour que le Hamas signe. Il y aura des livres. Il y a quelque chose. Il existe quelque chose là-bas que nous ne savons pas. Mais est-ce que cela va nous amener à la situation où ils reviendront à la maison? Ce que je ressens, c'est que beaucoup de pères, beaucoup de mères, beaucoup d'épouses, beaucoup de maris, beaucoup de fils et de filles ne pourront accueillir personne à la maison en vie. Il y a 2 ans, plus de 1200 personnes assassinées, des familles brisées, des enfants qui ont perdu leurs parents. Et que cela, s'il vous plaît, qu'on ne l'oublie pas, que personne n'oublie cela.
Que ceux qui sont enlevés reviennent vivants et non morts. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est la meilleure chose, la plus sublime qui puisse arriver. C'est un miracle. Survivre 2 ans à Gaza, c'est un miracle. Que personne n'en doute, mais qu'on ne l'oublie pas. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Pourquoi sommes-nous ici? Et nous devons regarder que cela ne se reproduise plus, ni en Israël, ni en Espagne, ni en Europe, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Que cela ne se reproduise plus. Nous verrons ce qui se passera lundi. Aujourd'hui, à midi heure israélienne, la signature aura lieu ici. Pour moi, c'est un honneur d'être dans ce pays. Je suis ici depuis plusieurs jours déjà. Ce que je découvre me plaît beaucoup. C'est un pays incroyable. Je pense que c'est un pays qui a un potentiel. Sublime. Hein. Il n'y a pas de limite pour Israël, parce qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il est en train de se développer, qu'il est authentique. Allons-y, il est en train de devenir une puissance. Étant un pays si petit, Je pense que seul le retour des otages lui manquait. Et penser à l'avenir. Incertain. Avec un peuple uni, je crois que le retour des otages peut rassembler Israël. Je crois qu'il a besoin de s'unir à nouveau. Il y a une partie d'Israël qui n'est pas aussi unie. Je n'ai pas très bien compris ce qui se passait là-bas à Gaza. Et oui, c'est vrai, je m'en suis rendu compte aussi. Il y a des régions du pays où la vie est normale et d'autres régions où la vie n'est pas aussi normale. Et nous devons réfléchir, là où la sécurité semble ne pas exister. Zone de Judée, Samarie, Gaza, comment leur garantir la sécurité à l'avenir? Et à partir de là, aller de l'avant. Le navire continue d'avancer. Le navire d'Israël continue d'avancer. Et il y a aussi quelque chose à ce sujet, Marc et Dr Gattel, l'antisémitisme que nous avons vu. Cela entraînera l'arrivée de plus de Juifs en Israël. C'est-à-dire, si l'intention du 7 octobre était d'éliminer tous les Juifs possibles et de les chasser d'ici, nous sommes désolés de vous dire que cela ne se passera pas ainsi. Il y en aura plus qui viendront, il y en aura plus qui naîtront, et la vie ici continuera. Sous l'État d'Israël. Famille. Je n'en peux plus. Il est 4h30. Je me repose. Demain sera difficile. Ça va être une journée très intéressante. Ici, la signature du traité aura lieu ici à 3 heures du matin. Donc il semble aussi que nous aurons une nuit intéressante. Nous avons déjà changé de place, cher Estratégias. On se revoit bientôt. Merci beaucoup d'être ici. Merci de nous accompagner. Merci à vous deux et au Dr Gattel pour sa présence aujourd'hui dans Stratégie militaire. Et vous le savez déjà, nous allons d'un endroit à l'autre. Nous partageons les mêmes préoccupations que les autres ici, dont le nombre dépasse, je crois, 5000. Merci beaucoup, vraiment. Am Israël Haï, que pouvons-nous dire? Une accolade, mes frères. À bientôt, au revoir. Pareillement, merci d'être ici, bienvenue. Marquez, Harry Cardoza, Raquel L, Elia Golder, Auralia, merci pour votre soutien. Merci beaucoup, vraiment. D'accord. Pour continuer, d'accord, parce qu'il nous reste encore un peu de temps, nous allons bientôt terminer afin de laisser de la place pour qu'il y ait plus d'événements. Justement, il y a plusieurs questions à poser. Qu'est-ce qui va se passer avec l'UNRWA? Qu'est-ce qui va se passer aussi avec l'endoctrinement des civils à Gaza? Existe-t-il des moyens de pouvoir différencier entre les personnes qui veulent vraiment avoir un gouvernement, une forme de démocratie, quelque chose qui puisse aider les gens, même si ce n'est pas la démocratie, quelque chose qui aide les gens à avoir une vie digne, à avoir de l'honneur dans la façon dont ils vivent leur vie? Cela reste encore à voir. Qu'est-ce qui va se passer aussi avec tous les soutiens, tout l'argent gaspillé dans toutes les manifestations pro-palestiniennes? Tous les activistes étaient là, en mouvement, même ces derniers jours. La flottille de Greta Thunberg. Nous verrons maintenant comment Greta Thunberg va adapter son activisme pour rester pertinente, sinon elle risque de se retrouver sans ressources.
Il y a beaucoup de choses, mais l'une des choses qui reste aussi à voir et qui est l'une des plus importantes concerne la propagande pro-palestinienne. Une fois que la première phase sera terminée, nous verrons comment les gens continueront à répéter. C'est d'ailleurs l'un des points que tu as mentionné, Irving, lors des dernières fois, quand nous assistions déjà aux dernières attaques contre le Hamas. Justement, l'une des grandes théories que tu avais et qui s'est maintenue, c'était celle-ci. Sur la répétition de la propagande entendue ces dernières années, sans nouveauté. Ce type de propagande ici était celle qu'utilisait le Hamas. Il y avait tout le système de propagande, avec la même personne faisant le même type de propagande. Et oui, c'est vraiment impressionnant, parce que c'est la même personne. C'est impressionnant. On lui a tué son bébé 27 fois, non? C'est exact. D'après ce qui montre, il a toujours quelqu'un, il est toujours là. Et non. Et ce n'est pas seulement ça. Il est aussi apparu pendant la guerre civile en Syrie. Oui, c'est-à-dire ce personnage ne vient pas seulement du terme. Et il faut savoir vendre ses services. Apparemment, eh bien, je ne pense plus qu'il sache parce que déjà... Tout ce que tu me demandes et exposes se résume à un seul concept. C'est la raison pour laquelle les Palestiniens ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes. Ils ne doivent pas se gouverner eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle ils ne doivent pas avoir d'État. C'est-à-dire, si les Palestiniens sont autorisés à avoir un État indépendant et à se gouverner eux-mêmes, tout cela que tu m'as signalé va continuer précisément pour briser ce cercle vicieux. Depuis la question éducative, la question idéologique, jusqu'à la question de la propagande. Ce qu'il faut, c'est qu'un gouvernement externe soit imposé au gouvernement palestinien. Et voilà le plan. Voyons, quelqu'un avait demandé tout au début si cette question du plan de Trump incluait la création d'un État philistin. Ils ont parlé d'un État palestinien. Non, le plan de Trump ne prévoit pas la création d'un État palestinien. Netanyahou a été catégorique en disant qu'il n'y aura pas d'État palestinien. Et en fin de compte, il n'existe pas les conditions pour cela. Au contraire, ce que le plan de Trump prévoit, c'est qu'un gouvernement soit formé, un gouvernement provisoire qui sera chargé de toute cette phase de transition pendant la reconstruction. Ce serait un gouvernement composé de technocrates palestiniens. Et bien sûr par un comité international dirigé par Donald Trump et Tony Blair, ancien Premier ministre d'Angleterre. À quoi fait-il allusion en évoquant des technocrates palestiniens? Certains analystes notent l'absence de technocratie en Palestine. Qu'est-ce qu'une technocratie? Autrement dit, les diplômés universitaires, notamment les avocats, car ce sont eux les plus concernés par les questions de gouvernement. Diplômés de filière, par exemple, là où tu étudies l'administration des institutions publiques. Le genre de filières qui sont idéales pour travailler dans le secteur public, au gouvernement. Des personnes qui apprennent à gérer ou des personnes qui apprennent à diriger des institutions gouvernementales, administration, leadership, etc. Ce sont les technocrates. Or, la Palestine n'a pas de technocrates parce que ces diplômés universitaires sont des fanatiques religieux, car les universités étaient principalement dirigées par des religieux. Donc, quand ils parlent de technocrates palestiniens, il est presque certain qu'ils font référence à des Palestiniens qui n'ont jamais vécu en Palestine. Principalement à des Palestiniens ayant grandi en Angleterre ou aux États-Unis. Et qu'en Angleterre et aux États-Unis, ils mènent une vie normale en tant que professionnels. C'est-à-dire qu'ils ne sont impliqués ni avec le Hamas, ni avec le Hezbollah, ni avec le Fatah, ni dans des groupes terroristes, mais qu'ils sont des citoyens normaux dans leur pays. Ils sont simplement d'origine palestinienne. Donc, il est très probable qu'ils fassent appel à ce type de personnes, qui ont des carrières, qui ont une formation académique leur permettant de prendre en charge l'organisation d'un gouvernement provisoire. Mais alors, on ne parlerait plus d'un État, on parlerait d'une région autonome administrée par une entité internationale, où, bien sûr, le poids principal sera porté par les pays arabes, mais pas d'un État se gouvernant lui-même. Donc tout ce que tu me demandais, toute cette série de situations, se résout essentiellement avec cela. Ne leur donnez pas un État, et pour l'amour de Dieu, par amour pour les Palestiniens, ne les laissez pas se gouverner eux-mêmes. En fin de compte, ce que tu proposes, c'est que leur indépendance jouerait contre eux. Eux, en réalité, ont été les plus touchés par leur propre... Gaza a été indépendante. Gaza a été de facto un pays indépendant.
C'est-à-dire, elle n'avait pas le statut de pays, d'État à l'Organisation des Nations Unies, mais elle avait une frontière, elle se gouvernait elle-même. Et strictement personne ne s'en mêlait, c'est-à-dire, il faisait ce qu'il voulait. C'était un État indépendant. En pratique, on a déjà vu ce qu'ils font après 18 ans d'indépendance. D'accord, ne le refaites plus, s'il vous plaît. Waouh, c'est trop fort. Je voudrais dire quelque chose, si tu permets, Irving. Je veux juste saluer Dunieski Sanchez et le remercier pour son soutien. Merci beaucoup. L'information est si récente et incroyable. Nous vous remercions énormément. Maintenant, Lia, merci beaucoup. Vraiment, merci. Il y a aussi quelque chose d'important que je dois dire. Nous oublions, très cher public, que les moments de transition entre les guerres que nous avons étudiées, n'ayant pas vécu la Seconde Guerre mondiale, je n'ai pas vu la chute du mur de Berlin. Nous avons entendu parler de ces événements comme s'ils étaient définis. Alors justement, l'une des choses que j'ai apprises d'Irving dans les cours qu'il nous a donnés, c'est pour que l'histoire ne se termine pas à une ligne précise. On affirme que la Révolution française marque une rupture, mais en réalité, l'histoire ne connaît pas de véritable séparation. C'est ici que débute la modernité, ici que commence le baroque, non? Ou toute autre époque. C'est pareil avec les événements historiques qui ont à voir avec les conflits et les guerres. Quand on parle, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale, des procès de Nuremberg et de toutes ces notions que nous voyons aujourd'hui déjà comme le passé. Il est important de comprendre que cela n'a pas été immédiat, mais qu'il y a eu une transition. C'est l'espace pendant cette période de transition, d'après ce que l'on peut voir. Et dis-moi, Irving, si tu le vois comme ça ou... Eh bien, la seule chose que je corrigerai, c'est que tu n'as pas utilisé notre exemple préféré, celui de la révolution du Précambrien. Celui-là est encore plus compliqué, hein? Parce qu'il n'y a pas de traces, mais... Je ne sais pas pourquoi c'est sorti. En fait, on ne parle de rien en rapport avec ça, mais il m'est venu à l'esprit de mentionner la révolution du Précambrien. Et évidemment, Marc a fait la remarque que, en quel sens c'était une révolution? Je disais, bon, on a déjà parlé de la façon dont les conditions climatiques et biologiques ont changé sur toute la planète. Mais bon, on parle d'un processus qui a pris des millions d'années, non? Évidemment, parler de révolution, c'est une façon de parler. Mais après, on imaginait déjà des trilobites, des escargots et tout ça, avec leur drapeau rouge, non? Comme ça, en train de manifester. C'est ce que beaucoup du récit historique a souligné. L'idée qu'un groupe ait soudain subi des traités injustes et se soit alors révolté. En un instant, on renverse le roi et tout change, n'est-ce pas? Messieurs, cela ne s'est absolument pas passé ainsi. C'est-à-dire, la façon dont l'histoire se déroule suit un processus qui est organique. On aime incroyable, on n'aime pas incroyable aussi. Donc, c'est pratiquement le défi auquel sont confrontés aussi bien les stratégies militaires que moi-même, qui essaient simplement de vous aider à accéder à cette information. Mais la réalité, c'est que même si on aimerait que la guerre se termine d'un moment à l'autre et que les otages soient rendus et que soudainement on comprenne ce qui va suivre après avoir terminé cette phase, on ne peut pas. Ce n'est pas qu'on ne veuille pas. On aimerait juste sauter dans le futur à ces générations qui sont endoctrinées au moment où elles ne le seront plus, non? Donc, c'est compliqué et beaucoup des questions qu'on se pose sont incroyablement bonnes. Je veux dire, ces questions où tu te demandes comment Israël va-t-il contre-attaquer la désinformation et l'antisémitisme dans le monde? C'est une très bonne question. Et honnêtement, je pense que nous allons continuer à essayer de sensibiliser. Honnêtement, parmi les batailles les plus difficiles que j'ai vues et auxquelles j'ai participé, que j'ai vues et que j'ai étudiées dans des cas pratiques, c'est celle de défendre Israël. C'est-à-dire cette idée de devoir défendre des arguments émotionnels qui sont irréels et que du fait qu'ils sont faux, tu ne peux pas non plus les démentir parce que tu ne peux pas démentir quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire qui n'existe pas. Et l'idée de devoir défendre la lumière face à l'obscurité n'a pas été facile du tout. Et je ne parle pas seulement de l'effort que nous avons fait, mon cher Irving, mais aussi de tous les juifs et des personnes qui se sont exprimées à ce sujet. Nous avons dû le faire avec des faits concrets, car sinon nous tombons exactement dans l'erreur du côté opposé. Donc ce genre d'information est extrêmement difficile, mais c'est le combat qui nous est revenu.
Oui, ça me fait rire quand, je ne sais pas, une actrice juive, mais qui a fait son petit discours, là, son petit speech, aux Grammy Awards ou aux Emmy Awards, je ne sais pas, une cérémonie comme ça, de ces décadents, en faveur de la Palestine et tout ça. Les commentaires, mais VA, m'ont fait mourir de rire. Quel courage! Être juive et soutenir la Palestine. Non! Vous verrez que c'est la chose la plus facile maintenant. C'est-à-dire, si tu es juif et que tu te mets du côté de la Palestine, tu as l'applaudissement des foules garanti. C'est-à-dire difficile, difficile. Tiens-toi ici dans la tranchée sioniste pour défendre Israël contre toute cette désinformation. Oui, c'est difficile. Ça te fait vraiment blanchir les cheveux. Mais bon, nous allons lancer une campagne pour qu'Israël nomme Lazo Judio comme ministre de l'Information. On va voir si on y arrive. Il y a trop de choses. L'une des questions auxquelles tu voulais répondre, que nous avons posées à Irving, je veux dire, avant de terminer, tu parlais de la Turquie. Justement, on pourrait élargir un peu cette question, pas seulement vers la Turquie, mais aussi vers les pays qui ont été impliqués tout au long du processus. Bien sûr, il y a cette question. La Turquie, qui gagne-t-elle? Vous aviez parlé des chasseurs F-35, non? Voyons. Oui. D'une part, bien sûr, la Turquie est très intéressée à renouveler une partie de son système de défense, de sa force aérienne, de sa puissance militaire. Et donc évidemment, comme ce n'est pas un producteur d'armement, il a évidemment besoin que d'autres pays lui vendent les composants pour qu'il puisse les intégrer. Donc bien sûr, on peut, disons, contraindre la Turquie à se comporter correctement de cette manière. Mais non, ce n'est que ça. La Turquie est un pays en crise. C'est un pays qui traîne une grave crise économique depuis un bon moment, parce que Erdogan a été un dirigeant assez incompétent. Donc l'inflation, la dévaluation de la livre turque a été énorme. C'est-à-dire, c'est un pays avec des problèmes économiques, et donc, évidemment, avec une population de plus en plus mécontente, n'est-ce pas? Parce que quand ton gouvernement fait tout de travers, et que toi, tu as de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, que ce que tu gagnes ne suffit pas, eh bien, qu'est-ce que ça peut te faire? Que le gouvernement soutienne les Palestiniens, ou les Ougoubres, ou les Taïwanais, ou le Real Madrid. En fait, tu t'en fiches. Ce que tu veux, c'est que le gouvernement fasse bien les choses pour que toi, tu puisses vivre correctement. C'est de ça qu'il s'agit, non? Donc la Turquie a de sérieux problèmes avec ça. Eh bien, tout le plan de reconstruction de Gaza est le point de départ du plan de réinvention, littéralement de la réinvention du Moyen-Orient. Qu'il y a un projet là-bas pour faire de toute cette région une zone de développement économique. Alors, c'est comme si tu étais dans ton jardin. Tu commençais à préparer un barbecue. Et donc, tu commencerais à mettre les morceaux, les steaks, la viande, les os, la moelle, enfin, toutes ces gourmandises. Et là, de l'autre côté de tes buissons, de ton mur de buissons, il y a un chien errant, tout maigre, qui regarde avec une tête de mort de faim ce que vous allez manger là. C'est comme ça la Turquie. C'est-à-dire avec tout ce boom économique qui est prévu pour le Moyen-Orient dans les 20, 30, 40 prochaines années. Où sera la Turquie? À l'extérieur ou à l'intérieur? Pour un chien errant, rien n'est plus merveilleux que quelqu'un qui commence à jeter de la viande. Je lui sors un steak comme ça et je lui montre, je lui dis « Viens ». Et le chien vient et non seulement il mange, mais en plus, si c'est son jour, le type va lui dire « Je t'adopte ». C'est ce dont la Turquie a besoin et Erdogan le sait. Oui, c'est un radical. Il aime la question de l'islamisme. Mais il se retrouve face à une situation où il ne lui reste plus beaucoup d'options non plus. C'est-à-dire, dans le monde d'il y a 2 ans, il pouvait encore se permettre, en quelque sorte, de continuer avec ses plans impérialistes d'impérialisme pauvre, n'est-ce pas? Voilà ce qu'est aujourd'hui l'impérialisme turc. Il y a encore, peut-être il y a 6 mois ou 4 mois, il pouvait rêver d'imposer un contrôle total sur tout le nord de la Turquie. Conserver la région kurde et surtout les zones pétrolières. Il y a peu de pétrole en Syrie, mais il faut s'en emparer. C'est-à-dire, il pouvait encore, disons, rêver d'étendre la domination turque. Mais à mesure que le cercle se referme de ce côté et que les bases sont posées pour créer une zone de coopération économique qui sera un déclencheur de richesse énorme. Voyons, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore jouer au clown avec tes rêves impériaux? On te laisse dehors. Sois sage et on t'invite au barbecue. On peut même t'adopter.
Je veux dire, maintenant qu'adopter des petits chiens est à la mode, non? Alors, Turquie, c'est le dilemme auquel tu fais face. Maintenant, convaincre Erdogan n'est pas facile parce que ce type est littéralement fou, non? Mais le fait qu'il ait signé tout de suite, parce qu'il n'a même pas tardé, qu'il ait signé le plan de Trump pour Gaza, c'est un bon signe. C'est bon signe que la Turquie, malgré sa rhétorique et ses propos dans les médias, ne suscite pas trop d'inquiétude tant qu'elle agit correctement. Nous le verrons tout de suite en Syrie. Et une nouvelle a beaucoup attiré mon attention, qui est sûrement passée inaperçue hier, mais qui m'interpelle beaucoup dans ce contexte, parce que de très violents combats ont repris. Les milices islamistes affrontent les Kurdes dans le nord de la Syrie. Ils ont commencé à s'affronter violemment, et l'aviation turque n'est pas intervenue. Normalement, l'aviation turque aurait bombardé les Kurdes. Elle n'est pas intervenue. Il paraît que quelque chose commence aussi à évoluer de ce côté. Ça change aussi au Qatar, puisque nous en parlons. Al Jazeera. Depuis environ 8 ou 9 jours, un peu plus d'une semaine, Al Jazeera a licencié toute sa direction. Elle l'a changé. Parce qu'ils appliquent déjà l'ordre que Trump leur a donné. En échange de toute cette normalisation, Trump a exigé qu'Al Jazeera change sa ligne éditoriale. Et tous ceux qui s'occupent de cette question des informations ont beaucoup attiré l'attention sur le fait que depuis 8 ou 9 jours, Al Jazeera traite le conflit à Gaza de manière neutre. Elle ne relaie plus cette rhétorique incendiaire, pro-Hamas, pro-islamiste. Donc, c'est-à-dire si le Qatar, qui a de l'argent, subit déjà des pressions pour commencer à changer, imaginez la Turquie. Parce que Mais ce n'est pas comme si tu étais au barbecue. Inviter le Qatar, c'est comme inviter le voisin qui a fait un barbecue hier, non? Inviter la Turquie, c'est comme inviter le petit chien affamé qui salive devant la vue. Merci pour les exemples, en fait. Que veux-tu que je te dise? Ah, je ne sais pas. Tout cela semble incroyable. Et honnêtement, j'ai le désir, et je demande à Dieu, s'il te plaît, qu'il rende enfin les otages lundi. Mais jusqu'à un certain point, il y a quand même certaines choses, je veux dire, comme ça continue de sembler étrange. Il y a des personnes qui ont enfin des opinions dans le chat, par exemple, qui disent on dirait que Hamas essaie de gagner du temps pour se réarmer, non? Alors, laisse-moi préciser ce point parce que c'est intéressant. C'est un concept qui apparaît de plusieurs façons, possibles. Parce que, par exemple, cette question de gagner du temps pour se réarmer. D'une certaine manière, cela revient à ce que nous disions tout à l'heure à propos de Yahya Sinwar, n'est-ce pas? C'est-à-dire libérer des prisonniers qui pourraient devenir un autre Sinwar. Donc au final, ce qui se fait maintenant, permettre de créer les conditions pour que plus tard, les crimes d'aujourd'hui se répètent à nouveau, ou ceux d'il y a 2 ans. C'est une préoccupation courante, en effet. Et évidemment, je l'ai aussi eu pendant très longtemps. Mais je vais insister sur un point que je répète souvent. Et c'est bien que je le répète, surtout parce que je l'applique à différents sujets, par exemple comme maintenant, parce que parfois ce n'est pas si simple de tout voir dans son ensemble. Je m'intéresse à ce que vous commenciez à intégrer toutes les données. Quand je vous ai dit que la situation a radicalement changé en ce moment, je fais aussi référence à cela. C'est-à-dire, en ce moment, Hamas pourrait être en train d'essayer de gagner du temps. Oui, c'est vrai, mais il ne peut plus se réarmer. Qui et comment le ferait? Où? Oui, il recevait des armes grâce au soutien turc, qatari et iranien. L'Iran en rêve, mais ne peut plus. Il a envoyé une livraison d'armes aux groupes terroristes en Cisjordanie et en Israël, mais elles ont été interceptées et saisies. Israël leur a détruit un nombre incalculable d'arsenaux, de livraisons et d'usines locales. Oui, le Hamas peut vouloir s'armer, mais qui va les armer? Il n'y a plus personne. C'est-à-dire, souvenez-vous, nous sommes dans une situation complètement différente. Le 6 octobre 2023, le monde qui existait le 6 octobre 2023 n'existe plus. Et évidemment, cela change les règles pour Hamas. Il est certain qu'il veut du temps. Il est certain qu'il veut se réarmer. Il est certain qu'il veut trouver un autre Sinwar. Mais le monde n'est plus le même. Il n'est plus pareil. Donc Hamas est perdant sur tous les plans. Il est vaincu.
D'accord. Alors nous revenons. D'accord. Merci pour cette réponse. C'est très intéressant. Je dois aussi donner la parole à notre chère Raquel, où elle dit la crise, les avantages. L'Égypte en est un exemple avec des populations très radicalisées. Et on ne peut pas comprendre ce que vivent pour ces personnes et pour leurs dirigeants avec des valeurs occidentales. En plus, je veux dire, pardon d'être l'avocat du diable, cher Irving, mais c'est comme ça que fonctionne le judaïsme. Nous voyons des exemples comme ce qui s'est passé au Venezuela et à Cuba, où ils ne se soucient pas de ce qui arrive aux gens tant qu'ils peuvent les contrôler. Tu crois que ce sera différent? Non, 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 ce n'est pas différent. Surtout parce que le Venezuela et Cuba entrent maintenant dans une phase où, comme ils n'ont plus le soutien de l'Iran, ça va aussi commencer à les concerner. Le Venezuela et Cuba pouvaient se permettre ce luxe grâce au soutien de l'Iran et de la Russie. C'est un soutien qui ne leur parvient presque plus. Celui de l'Iran est déjà mort, celui de la Russie est très réduit. Donc même le Venezuela et Cuba vont aussi commencer à entrer dans ce schéma de crise. Voyons, le monde a changé, le monde n'est plus le même. L'exemple que mentionne Raquel est très intéressant. L'Égypte. Oui, c'est-à-dire l'Égypte continue avec ses mêmes radicaux et tout cela. Même si, tu vois, les situations sont restées stables. Le principal problème de l'Égypte a été « nous ne voulons pas de Palestiniens ». Si l'Égypte amassait des troupes dans le Sinaï, ce n'était pas pour combattre Israël, car elle perdrait. À quand partent-ils? Quand donc? Un général égyptien va-t-il dire cela? Ah oui, bien sûr. Imagine toute la puissance dont Israël a disposé pour démanteler le Hamas en zones urbaines, avec le problème de devoir protéger les civils. Imagine, dans le Sinaï, il n'y a pas de civils. C'est-à-dire, en cas de guerre Israël-Égypte, dans le Sinaï, il n'y a que l'armée égyptienne. C'est-à-dire, tu leur lances des bombes, ce qu'ils appellent des bombes nucléaires tactiques, qui ne sont pas comme celles d'Hiroshima, mais qui sont de petites bombes, mais ce sont des... Enfin, elles ont l'équivalent de la puissance d'une bombe nucléaire, même si ce n'est pas une bombe nucléaire. Mais avec ça, tu détruis chars, troupes et soldats. Eh bien, c'est une armée, rien d'illégal à cela. Et ils t'ont déclaré la guerre. C'est encore moins un crime, non? C'est-à-dire, non. Et l'Égypte l'a dit, c'est-à-dire, nous sommes prêts au cas où les Palestiniens tenteraient une fuite massive vers l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte. Tous les reproches que l'Égypte a adressés à Israël ces 2 dernières années se situent dans un spectre allant d'un extrême. N'ose même pas penser à m'envoyer les Palestiniens, jusqu'à l'autre extrême qui est, s'il te plaît, ne m'envoie pas les Palestiniens. Avec toutes les nuances possibles entre les deux, cela a toujours été ainsi. Maintenant, quelle est la différence? Malgré tout, avec ces radicaux, l'Égypte reste dans une situation assez normale. Je veux dire, bien sûr, enfin, je ne sais pas, j'allais dire, sauf parce qu'ils ont une guerre juste à côté. Mais ce ne sont pas des Arabes, ils doivent être habitués. Malheureusement, c'est comme ça là-bas. L'Égypte a été dans une situation relativement normale. C'est un conflit voisin qui exacerbe et polarise les opinions. Mais Hamas, en revanche, se trouve dans une situation inédite et extrême. Surtout extrême. Il est arrivé au fond de l'impasse. Il n'y a plus où aller. Donc évidemment, la marge de manœuvre dont dispose l'Égypte et surtout la capacité de prendre des décisions raisonnables est bien plus grande pour les Égyptiens que pour Hamas, qui en sont déjà au stade des décisions désespérées. Et cela, évidemment, pendant un certain temps, des décisions désespérées, cela signifie que ces cinglés vont continuer à se battre et vont continuer à s'entretuer et vont continuer à tuer des gens. Mais des décisions désespérées à l'extrême peuvent aussi être « je me rends ». Donc la situation du Hamas n'a jamais été aussi difficile qu'en ce moment. Gardez cela en tête, gardez cela à l'esprit. Jamais il n'avait eu une situation aussi difficile que celle-ci. D'accord. Avant de terminer, très cher Irving, je veux dire merci à toi, très cher Terry, parce que justement, nous aussi, on adore se réunir entre Irving et notre très cher stratégiste militaire et moi, lien juif. En vérité, ce n'est pas seulement cela qu'il apporte, mais il amène aussi plus de personnes. Merci, car en réalité, lien juif c'est un très très grand média à ce sujet. Mais laisse-moi voir un autre commentaire que j'ai adoré. Lisbeth dit « Irving, le gouvernement israélien pourrait-il, comme les terroristes, investir beaucoup d'argent dans des gens qui gèrent les réseaux sociaux, comme vous? Que Dieu t'entende !» Amen.
Ce serait merveilleux. Oui, j'ai vu une nouvelle récemment. Je t'en ai parlé. On en a discuté. Ça disait, Israël paye les influenceurs 7000 dollars par vidéo. Oh là là, mais s'il te plaît. C'est-à-dire, ou Witty, ou est-ce que je signe pour que... Ou qui l'a eu à ma place? Qui a gardé l'argent? Tu sais, ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire, pas du tout. Israël, en plus d'être, il est très fort de différentes manières. Il ne dépense pas autant dans les médias. Par exemple, les influenceurs pro-palestiniens. C'est-à-dire, si tu crois qu'ils paient à ceux-là, parce qu'ils ne payent pas à n'importe qui, ils paient à ceux qui ont un grand impact médiatique. Mais si à un type quelconque, il paie un 100 dollars par vidéo, c'est énorme. Il ne te paie pas plus que ça. Non, évidemment, ce n'est pas réel, mais oui, bon. Enfin, cher Irving, je souhaitais revenir à notre rubrique, le commentaire antisémite du jour. Ça fait longtemps qu'on n'est pas passé par là. C'est exact. Notre commentaire est antisémite sans en avoir l'air au premier abord. Là où il est dit, à cause de salauds comme Bibi Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich, le monde est Israël. Le monde juif doit se réveiller des lavages de cerveau des sionistes radicaux. Comment? Comment t'expliquer, cher Constanzo Drums? Très mauvais nom d'ailleurs, mais s'il te plaît, Irving, tu veux bien? Non, vas-y, j'ai déjà réfléchi à ce que je vais dire. D'accord. Ce genre de personnes, justement, essaient de donner des faits à moitié vrais. C'est-à-dire, ils essaient d'introduire des petites choses que les personnes qui ne sont pas informées relient normalement comme une théorie du complot. Cela a à voir avec cette idée des sionistes radicaux. Quand ils écrivent sioniste avec un Z, tu sais parfaitement que tu parles de personnes vraiment endoctrinées. Et deuxièmement, le fait qu'ils croient que Bibi Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich sont la raison pour laquelle le monde déteste Israël signifie qu'il leur manque beaucoup d'histoire. Les antisémites n'ont pas détesté Israël pour une raison précise, mais ont d'abord ressenti de la haine, puis ont cherché à la justifier. C'est un point clé, l'antisémitisme n'a pas commencé avec la naissance de Bibi, ni son arrivée au pouvoir. En réalité, il existe depuis bien plus longtemps, en fait, depuis des milliers d'années. Ce qui est intéressant, c'est que oui, cette personne peut croire telle est la raison pour laquelle on nous déteste, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les otages ne dépendaient pas de Bibi Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était ramener les otages. Si cela n'avait dépendu que d'eux, ils les auraient ramenés bien plus tôt. Mais il est impressionnant de voir à quel point la notion de responsabilité échappe à tous ces militants pro-palestiniens. Incroyable de voir que les mêmes terroristes ont filmé les vidéos du 7 octobre et affirment qu'il y aura aussi un 8 et un 9 octobre. Et ce sont les mêmes terroristes qui crient victoire après avoir été vaincus, après avoir affirmé vouloir tuer n'importe qui, comme le 7 octobre. Ils ont tué des personnes non israéliennes, non juives. Ces personnes pro-palestiniennes ne leur laissent même pas avoir leur propre voix, parce que s'ils les écoutaient, au minimum, ils leur laisseraient le droit à leur propre indépendance d'être aussi répugnants qu'ils l'ont été ces dernières années. C'est impressionnant de voir à quel point ils doivent effacer la voix des Palestiniens eux-mêmes pour pouvoir en réalité défendre quelque chose d'indéfendable. Ce genre de personnes sont celles qui viennent normalement essayer de nous faire croire que, curieusement, le fait qu'on attaque les Juifs est tout simplement de notre propre faute. Nous, comme il se peut que nous soyons les victimes, nous le méritons. Mais le plus intéressant, c'est qu'aucune de ces personnes n'est prête à s'asseoir et à se rendre compte que grâce à cela, nous en sommes arrivés là aujourd'hui. Grâce à vous, le peuple palestinien est bien plus mal en point qu'au début de cette guerre. Et aussi, évidemment, grâce à eux-mêmes. Ce serait ma réponse. Je voulais juste dire une chose. Quand les modérés gouvernaient, la gauche, c'est-à-dire les gentils, la haine envers le peuple juif était la même. Donc, ne viens pas me dire maintenant que la haine envers le peuple juif vient juste d'apparaître. Donc, mon garçon, cela fait 1800 ans que nous devons gérer cela de manière systématique et tout le temps. Et auparavant, nous avions déjà dû faire face à cela, peut-être dans des épisodes plus isolés, mais nous avions déjà eu à gérer ce problème. Donc non, ce n'est pas à cause des sionistes radicaux, comme tu dis, car cette catégorie n'existe que pour toi. Mais je te promets que non.
Et le problème, c'est juste que tu ne fais pas attention à ce qui se passe tout au long de l'histoire. Commence par étudier. Je te recommande toute l'encyclopédie. Il y en a 10, 8 ou 10 petits livres. Ils ne sont pas très grands. Peut-être que tu peux les trouver en 3 volumes ou quelque chose comme ça. Mais ça s'appelle Histoire de l'antisémitisme de Léon Poliakov, une analyse formidable du phénomène historique de l'antisémitisme. Peut-être très discutable en ce qui concerne les causes, mais au moins comme récit de ce qu'a été l'évolution du phénomène de l'antisémitisme. Voilà. Ou sur pont et non mur, tu peux acquérir le cours d'histoire de l'antisémitisme que j'ai donné moi-même. Le cours y est enregistré. Et là, tu peux te rendre compte que cela n'a absolument rien de nouveau. Ça n'a rien d'intéressant, rien de spécial. C'est, comme on dit au Mexique, le même chat retourné. Et il te manque des infos. C'est tout? Je pensais que tu allais être plus direct que moi. Non, tu l'as très bien fait, Marc. Merci beaucoup. Je pense qu'avec ça, on peut conclure. Mesdames et messieurs, un grand merci d'être ici avec nous. Merci pour votre soutien. Je voudrais faire une dernière lecture. Elle est née d'une question qui m'a été posée tout à l'heure dans l'émission avec Stratégie militaire. Et donc, dans cette question, ce que nous commentions, je disais qu'il semblait. Je veux penser que tout ce qui se passe était déjà écrit, parce qu'il semble que le prophète Jérémie ait parlé de ce moment. Alors, pour terminer ma participation, je veux lire un passage du livre du prophète Jérémie qui se trouve au chapitre 31. Et c'est à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Ce que dit le prophète Jérémie est ceci. Écoutez la parole du Seigneur, ô nations, et faites-la connaître dans les îles lointaines. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob et l'a délivré d'une main plus forte que lui. Ils viendront avec joie sur les hauteurs de Sion et accourront vers le bien du Seigneur. Au pain, au vin, à l'huile et au bétail, aux brebis et aux vaches. Et leur âme sera comme un jardin bien arrosé, et ils ne souffriront plus jamais. Alors la Vierge se réjouira dans la danse. Les jeunes et les vieux ensemble, et je changerai leurs pleurs en joie, je les consolerai et je les réjouirai de leur douleur. Et l'âme du Cohen sera rassasiée d'abondance, et mon peuple sera comblé de mes bienfaits, dit le Seigneur. Ainsi a dit le Seigneur. Une voix s'est élevée à Rama, des pleurs et de vives lamentations. Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée au sujet de ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle le Seigneur, retiens ta voix de pleurer et tes yeux de verser des larmes, car il y a une récompense pour ton travail, dit le Seigneur. Et ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a aussi de l'espérance pour ton avenir, dit le Seigneur, et tes enfants reviendront dans leur propre pays. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir partagé. Très cher Irving. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette incroyable émission. Espérons que cela aboutira à une conclusion. Le WhatsApp de Onlas Judio est épinglé en haut, permettant à notre communauté de recevoir les notifications des émissions. Et une autre façon qui serait également très bonne est d'activer la cloche de nos émissions. Si elles vous plaisent, si vous pensez que cela en vaut la peine, c'est pour cela que nous faisons sérieusement. Nous vous remercions pour votre soutien et, comme toujours, nous sommes très honorés et très reconnaissants envers vous. Alors merci pour votre soutien. C'est grâce à vous que notre journalisme peut continuer à être un effort pris en compte et qu'il reste toujours libre. Nous allons avoir une émission avec notre très cher Irving. Je ne sais pas si ce sera demain. Nous allons voir comment les différentes mises à jour se développent. Et demain, nous aurons rien de moins que Gabriel Bentasgal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, croyez-nous, c'est un grand analyste et nous aurons, si Dieu le veut, si c'est possible, le docteur Francisco Gil-White également avec nous. Évidemment, pour qu'ils nous donnent leur point de vue sur ce qui se passe et pour pouvoir élargir à la fois notre regard et la conversation. Alors, je vous préviens que Gabriel Bentasgal, Israël Gil-White et moi, c'est comme si nous étions frères. Israël Gil-White et moi avons un caractère très similaire, mais Gabriel Bentasgal et moi avons des idées très similaires. C'est en vérité assez beau de voir ce contraste. Et c'est très éclairant, en vérité, ainsi que conflictuel, mais bon,
Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, nous vous remercions beaucoup d'être ici avec nous. On se revoit à la prochaine et nous espérons vous revoir ici, trouver la force pour toujours. Soyez des ponts. Et non des murs. C'est un lien juif. Très très bonne nuit.